Alors aujourd'hui, nous sommes avec un étudiant au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal qui va nous parler de son expérience étudiante justement à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous deux professionnels qui sont ici pour répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, je me présente Billy Vinette, je suis étudiant en deuxième année au doctorat et je vais répondre aujourd'hui, j'espère, à vos questions et vous intéresser à poursuivre un doctorat en sciences infirmières avec nous, je l'espère. Je suis Anne Bourbonnais, je suis professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières. Je suis aussi titulaire de 2 chaires de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. Et j'enseigne depuis 5 ou 6 ans dans le programme de doctorat, en plus de superviser des étudiants. Donc, je pourrais aussi vous parler de l'expérience étudiante, mais de la perspective un peu d'un professeur ou comment on perçoit votre expérience comme étudiant dans ce programme. Bonjour, je suis Mélina Royal. Je suis responsable de la gestion des études au cycle supérieur. C'est donc moi qui vous accompagne tout au long de votre cheminement de l'admission jusqu'à la diplomation. Aujourd'hui, j'ai prévu une petite présentation très brève qui va permettre de faire un survol, puis peut-être de rassembler les différentes informations que vous avez trouvées sur les différents sites de l'admission puis de la FSI. Par contre, je vais vraiment donner la place aux étudiants, à l'étudiant et aux professeurs. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire ça brièvement. Ça sera disponible par la suite si vous avez des questions ou vous voulez consulter les liens. Donc, le doctorat en sciences infirmières, vous êtes ici pour entendre parler du doctorat, bien sûr. La finalité du programme, ici, il n'y a rien de très original. Ce sont des choses qu'on a trouvées sur les différents sites. En bref, ce qu'on souhaite pour vous, c'est vous amener à devenir une experte nationale, puis même internationale dans votre domaine d'études. Il y a 3 options au doctorat: soins et santé, administration des services de santé et formation en sciences infirmières. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ça, c'est que peu importe votre option, tous les étudiants se retrouvent dans des groupes, dans des cours ensemble, font des cours et des séminaires ensemble. Ce qui va faire la particularité de votre cheminement, c'est un cours à option que vous pouvez choisir en étant guidé par votre directeur, mais évidemment votre projet de recherche que vous allez développer avec un expert dans le domaine. Donc, un doctorat, c'est un contrat. On peut voir ça comme tout un contrat, mais aussi un investissement. Alors, je vous encourage à voir ça comme un investissement. C'est 18 crédits de cours, 72 crédits de recherche, c'est 4 à 5 ans à temps complet. Donc, c'est beaucoup de temps. C'est une réflexion que vous avez à faire, là, très personnelle, ce choix de faire un doctorat. Le cheminement, bien ici, j'en avais un petit exemple à retenir, c'est que la première année, ce sont surtout les cours, les séminaires. En deuxième année, vous faites un examen général de synthèse, un comité d'approbation. Puis par la suite, les années 3, 4, 5, vous faites la recherche comme telle. Les critères d'admission sont sur le site de l'admission. Brièvement, en gros, ça prend une maîtrise en sciences infirmières avec une moyenne de 3,3 pour être admissible au doctorat et une très bonne connaissance du français et de l'anglais parce qu'on fait de la lecture en anglais beaucoup. Il y a les différents documents à fournir et je vous encourage à faire votre demande d'admission le plus tôt possible si vous êtes un étudiant international. Autrement, vous avez jusqu'au 1er mai pour faire votre demande d'admission. Pour trouver un directeur de recherche, je pense que Billy et Madame Bourbonnais vont pouvoir vous aider à répondre à cette question-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un site de la FSI avec une espèce de vitrine là, des professeurs. Donc, vous pouvez aller magasiner un petit peu le professeur selon votre domaine d'intérêt. Et puis, n'oubliez pas, quand vous allez contacter un directeur potentiel, de toujours tenter de faire une belle première impression. Donc, un beau CV, une esquisse de projet sans faute de français. Donc, une belle première impression. Vous les contactez un à la fois, s'il vous plaît. Puis, si vous avez toujours de la difficulté à trouver un directeur après vos démarches, vous me contactez sans tarder pour qu'on puisse continuer avec les étapes là, de l'admission. Pour financer ses études, il y a des bourses. Il y a aussi différents contrats qu'on peut offrir à même la Faculté des sciences infirmières, comme des auxiliaires d'enseignement ou de recherche.
Votre directeur va vous aider à trouver les bourses les plus pertinentes. Puis l'UDM offre des formations là, pour vous aider aussi à vous préparer votre dossier de bourse. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Ensuite, le passage accéléré, donc du bac au doctorat, est une chose possible. Le passage accéléré, c'est de la maîtrise au doctorat sans avoir fini sa maîtrise. Puis le passage direct, le passage du bac au doctorat sont des possibilités. Il y a des avantages comme des inconvénients à ces cheminements-là qui sont vraiment particuliers. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pensez que vous êtes admissible ou quelqu'un vous l'a recommandé, un professeur par exemple, contactez-moi. Puis, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. La dernière page, c'était simplement mon contact, mon adresse courriel et celle de la TGDE, la technicienne en gestion des dossiers étudiants, qui peut aussi beaucoup répondre à vos questions là, en lien avec l'admission. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la place à Billy. Alors, merci beaucoup, Madame Royal, et merci surtout à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Alors, comme je le disais plus tôt, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question est pour Billy, justement. Comment se déroule une journée typique d'un ou d'une étudiante au doctorat? Bien, je trouve que c'est une question qui est bien intéressante. Puis la réponse est un peu pas attendue. Vous n'allez pas forcément vous attendre à ce que je vais dire, mais ça varie beaucoup dépendamment de où on est dans notre parcours tout d'abord. C'est sûr que lorsqu'on est dans la scolarité, dans la première année, bien, avec des cours, si on a des cours répartis sur 2 ou 3 jours durant la semaine, bien, on a des lectures à faire, de la préparation à faire, on doit assister aux cours. C'est beaucoup de travaux qui sont individuels. Donc, pour la première année, c'est à peu près ça. Ça ressemble beaucoup à la maîtrise, en fait, à ce niveau-là. Au niveau de la deuxième année et les années subséquentes, bien, c'est sûr qu'on fait beaucoup de préparation pour l'examen général de synthèse. Donc, c'est beaucoup de lecture dans une journée. On répond à des courriels. Si on enseigne aussi, naturellement, on va aller soutenir ces étudiants-là. Et on avance aussi nos projets de recherche qu'on a à côté ou les projets de recherche avec lesquels on collabore avec nos directeurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait à peu près notre horaire au moment qu'on veut travailler. On peut travailler. Donc, si vous êtes très productif, par exemple, la nuit ou la fin de semaine, bien, vous pouvez en profiter justement pour travailler au moment qui vous convient le mieux. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et il faut justement profiter de cette autonomie-là pour instaurer une rigueur de travail et la rigueur va vous suivre tout au long de votre doctorat, probablement dans votre carrière professionnelle aussi. J'ai une autre question pour vous. À quel moment est-ce qu'on doit avoir une vision claire du projet de recherche qu'on souhaite faire au doctorat? Ben, c'est une excellente question parce que si je peux penser à mon parcours, mais moi, mon projet, il change encore jusqu'à ce qu'on fasse le comité d'approbation. Le projet n'est jamais coulé dans le béton et ce n'est pas une mauvaise chose qu'un projet change. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se précisent. On se rend compte en faisant la lecture de certains articles scientifiques où est l'état des connaissances et où est le trou surtout, où est-ce qu'on peut amener quelque chose pour combler ce trou-là. Et on apprend beaucoup sur, entre autres, la méthode. Donc, c'est sûr que ça vient modifier notre projet aussi. Nos directeurs et directrices vont amener des commentaires très, très, très pertinents qui vont nous faire réfléchir, nous faire avancer. Donc, dès le début, c'est sûr qu'il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire avec le projet doctoral, mais il ne faut pas se dire que c'est ça qui va rester de A à Z tout le parcours doctoral. Il faut être ouvert au changement et c'est jamais un pas en arrière. Il faut tout le temps voir comme une amélioration pour que ça soit plus cohérent et plus intéressant aussi. Je peux peut-être appuyer ce que dit Billy, ou quand je dirige des étudiants de doctorat ou quand je les accompagne dans des cours, c'est exactement ce que Billy vient de dire que j'ai comme attente. En fait, ça serait dommage que vous fassiez plein de cours, que vous lisiez plein de choses puis que ça ne change pas. Ça serait plutôt inattendu et anormal et un problème. Donc, on s'attend à ce que ça évolue. Puis, j'allais dire, comme Billy, jusqu'au comité d'approbation où c'est le moment où le projet finalement fait que ça prend presque 1 an et demi avant que ça prenne sa forme, de ce que ça va vraiment avoir l'air, ou vous cogitez sur ce que ça va prendre. Peut-être que je pourrais préciser que dans la demande d'admission au doctorat, vous avez une ébauche à remettre. Il faut que vous ayez une petite idée. Je n'appellerais pas ça une idée claire, mais en général, du moins de ma perspective, quand on évalue des dossiers d'admission, on s'attend à ce que vous ayez comme un problème de recherche, que vous ayez identifié un certain manque de connaissances, mais on sait bien que vous n'avez pas tout lu encore. Fait on sait qu'il y a un manque de connaissances tentatif qui est ciblé, puis c'est quelque chose que vous avez jamais fait à la maîtrise aussi, de cibler un problème. On s'attend que vous ayez une certaine population, un certain contexte, puis une idée de méthode pour nous montrer que vous savez c'est quoi une méthode de recherche à peu près, puis vous avez une petite idée, puis on sait que ça va peut-être évoluer. Donc,
vous n'avez pas une idée claire, mais vous avez comme posé des bases, puis on s'attend à ce que ça évolue. Donc, entre la vision claire puis ce que vous faites comme ébauche, bien, il y a du travail, mais il y a quand même, vous ne pouvez pas arriver, faire une demande d'admission au doctorat, dire, ben, je ne sais pas sur quoi je vais travailler, ça sera quelque chose. C'est en sciences infirmières, ça, c'est comme pas assez clair en tout. Puis, ben, être complètement clair non plus. Fait que vous devez réfléchir, puis comme vos directeurs vous accompagnent dans la demande d'admission généralement, ben, ils peuvent vous guider aussi dans cette première ébauche, ces premiers jalons de quelque chose qui va se clarifier et être clair 1 an et demi plus tard. Donc, c'est long. Un doctorat, c'est long, la recherche, parce qu'on a rarement dans notre société autant de temps de réfléchir. Fait qu'au doctorat, on a le temps de réfléchir. Excellent, merci beaucoup à vous deux. Ma prochaine question pour vous est comment est-ce qu'on peut s'intégrer au doctorat? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de s'intégrer. On peut s'intégrer, entre autres, avec les gens de notre cohorte. Donc, bien apprendre à les connaître, travailler sur des projets, tenter de faire des liens avec eux, parce qu'on va quand même travailler au moins 1 an avec ces personnes-là. Donc, ça vaut la peine de tout de suite bien s'entendre avec les personnes. Et s'intégrer aussi, c'est s'intégrer avec les cohortes précédentes. Donc, rencontrer des étudiants ou des étudiantes en 2e, 3e, 4e, 5e année ou qui font un postdoctorat, non seulement pour créer un peu du réseautage, donc faire des liens avec d'autres collègues, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer son expérience au doctorat, quels trucs ils ont développés, quelles stratégies ils ont mis en place pour être capable de réussir plus facilement. Puis après ça, nous, on peut s'approprier ces stratégies-là, les modifier un peu à notre convenance. Donc, ça vaut la peine d'aller parler aux autres personnes. Il y a des activités sociales qui sont réalisées par l'association étudiante, entre autres, mais des fois, d'envoyer des courriels à des collègues pour voir, ah, mais vous travaillez sur un sujet similaire, est-ce que vous avez des écrits à suggérer ou de tout simplement dire à vos collègues que s'ils ont des projets, ils ont besoin d'aide, mais que vous êtes disponible. Ça peut être un très bon moyen, en fait, d'apprendre à faire de la recherche, créer des liens. Et surtout, vous allez beaucoup apprendre en regardant les projets des autres à faire votre projet et à le planifier. Donc, c'est un peu, pas en s'inspirant des autres, mais en voyant qu'est-ce que les autres font, qu'on est capable après ça de nous s'améliorer. Je peux peut-être ajouter que c'est une chose qui est que je trouve particulière dans notre faculté, où c'est que les cohortes entre les étudiants au doctorat, entre autres, il y a vraiment entre les années beaucoup de soutien, d'entraide, un étudiant qui collabore un peu à un projet d'un autre, à une revue des écrits des uns des autres. Il y a vraiment un très bel esprit d'entraide, de soutien. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais chez nous, je pense que c'est vraiment marqué et assez naturel. Puis je le vois depuis plusieurs années, donc ça persiste. Les cohortes plus avancées aident celles qui commencent. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques, une des forces qu'on a à la faculté de sciences infirmières, cette espèce de collaboration, de soutien entre étudiants qui est un peu à la maîtrise, mais au doctorat, c'est vraiment marqué. Tous les étudiants de doctorat se connaissent et s'entraident. Donc, c'est vraiment une caractéristique de notre programme, je pense. Merci beaucoup. Je vais passer à la prochaine question. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire justement pour faciliter son parcours doctoral? Bien, je vous dirais d'écouter les commentaires de vos directeurs et directrices. Ça, c'est vraiment une chose très, très, très importante. Les directeurs et directrices qui sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous accompagner, ils ne sont pas là pour vous nuire, loin de là. En fait, donc, s'ils vous font des commentaires, ça vaut toujours la peine de les écouter, de les apprécier et surtout de tenter de faire les modifications dans votre projet parce qu'il y a une expertise en recherche. Donc, ça vaut la peine de considérer ça quand même. De soigner aussi cette relation-là avec vos directeurs, directrices. Donc, toujours être poli. Bien, ça, c'est en général. Je veux dire que ce soit avec vos collègues ou avec d'autres professeurs, mais vos directeurs et directrices, c'est un peu comme un mariage. Donc, ça va être 4 à 5 ans. Essayez de maintenir une bonne relation, d'être poli, d'écrire des courriels qui ont de l'allure. S'il vous plaît, ne vous voyez pas, ne soyez pas, excusez-moi, à moins qu'on vous l'autorise. Donc, tout ça, c'est des règles d'étiquette qui doivent être respectées. Pour faciliter aussi votre parcours, je vous encourage à utiliser certains logiciels. Donc, on parle entre autres de Antidote pour la correction du français et qui fait aussi la correction de l'anglais, le logiciel EndNote ou Zotero aussi, qui sont des logiciels de gestion des références. Au doctorat, je vous avouerais que c'est vraiment inacceptable de ne pas utiliser un logiciel de gestion des références. Dès la première session, les professeurs vont pas vous obliger, mais fortement vous encourager. Il y a des fois des crans de notation qui peuvent être perdus en conséquence. Donc, il y a certaines choses qui sont mises en place pour un peu vous obliger. Donc, si vous êtes capable dès maintenant de les utiliser, c'est fantastique.
et familiarisez-vous avec l'APA, l'American Psychology Association, la 7e édition pour faire vos références. Ça vaut vraiment la peine de la maîtriser avant de rentrer à votre doctorat. Ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de temps qui est très précieux, surtout dans la première session. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, si vous êtes capable de faire des choses d'avance, c'est vraiment encore mieux. Et la dernière suggestion que je vous encouragerais à faire, c'est peut-être de faire votre CV commun canadien. Donc, je vais déposer le lien dans quelques instants dans la conversation, mais le CV commun canadien, c'est un CV, un curriculum vitae que vous connaissez très bien, mais c'est un format qui est différent, c'est un format plus scientifique, plus recherche, et ça prend quand même de nombreuses heures à faire. Donc, si vous êtes capable de le faire durant votre été plutôt que de le faire durant l'automne, vous allez sauver vraiment un temps précieux durant votre session d'automne. Je peux peut-être ajouter, outre au très bon conseil de Billy, puis je pense que oui, EndNote et Zotero sont non seulement fortement recommandés, mais sont obligatoires dans les cours de doctorat pour que vous preniez l'habitude et que vous ayez moins de troubles après. Mais j'ajouterais le fait d'utiliser vos directeurs, même avant de commencer, parce que comme vous devez identifier un directeur dès l'idée de faire une admission, je dirais utilisez-les au maximum, de manière polie, comme dit Billy, mais utilisez-les au maximum pour apprendre le plus de choses puis vous préparer avant de commencer. Soyez curieux, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font comme projet, comment ils font des demandes de subventions. Essayez de voir pour vous familiariser un peu avec le monde de la recherche puis qu'est-ce que vous allez devoir apprendre. Donc, en général, on est toujours content comme directeur que nos étudiants nous posent plein de questions puis s'intéressent à ce qu'on fait, puis ça vous aide, vous, à vous préparer. Puis un esprit scientifique, c'est un esprit curieux. Fait que c'est toujours le fun que vous démontrez ça dès l'idée d'aller au doctorat. Posez des questions, venez voir, demandez de voir ce qu'on fait, etc., pour que vous puissiez bien vous préparer. Puis, des fois, on est prêt pour le doctorat, mais il y a des éléments qu'on est peut-être moins développés ou on peut avoir fait une maîtrise en autre chose qu'en sciences infirmières tout en étant infirmière. Fait qu'il y a peut-être des éléments qu'on a besoin de se préparer. Bien, discutez-en avec votre directeur potentiel, puis il y a peut-être des activités qui vont pouvoir vous offrir pour que vous soyez vraiment prêt pour le trimestre d'automne, puis que vous soyez vraiment à l'aise pour faire les cours. Donc, n'hésitez pas à discuter aussi des endroits où vous vous sentez moins à l'aise, parce que la période où vous décidez de faire l'admission jusqu'au mois de septembre, c'est une période assez intéressante pour bien mettre les bases. Puis votre directeur, ben, c'est une des raisons pourquoi il est là avant le mois de septembre, c'est justement pour vous appuyer à bien vous préparer. D'ailleurs, les demandes de bourse commencent le mois de mai pour l'automne, fait que déjà, vous devez travailler ensemble. Donc, ça, c'est l'autre conseil que je pourrais vous donner. Utilisez votre directeur, tirez-lui tout ce que vous pouvez lui tirer, gentiment. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde à la question qui est apparue qui était une question très, très courte. Est-ce que vous me permettez d'y répondre verbalement? Qui disait, l'ébauche va comporter combien de pages? Puis Mélina me corrigera peut-être, mais je pense que c'est 5 pages. Donc, plus les références. Donc, oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Est-ce que vous avez des exemples de ressources qui sont offertes afin d'être soutenues? Il y en a beaucoup, beaucoup. Déjà, on peut penser aux bourses. Donc, qui dit doctorat dit soutien financier. C'est le nerf de la guerre, l'argent en recherche, mais aussi durant les études. Donc, c'est important d'avoir accès à des bourses ou d'avoir un financement d'une quelque nature que ce soit. Donc, c'est sûr que l'Université de Montréal a un beau répertoire pour les bourses qui existent, mais la bourse qui nous intéresse particulièrement pour la première année du doctorat, qui est généralement facile à obtenir, c'est la bourse qui est gérée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui est en fait la bourse du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur université, que je viens justement de mettre le lien dans votre conversation. C'est une bourse quand même de 39 000 $, donc ça vaut la peine de mettre les efforts pour tenter de l'obtenir. Et les étudiants de l'Université de Montréal, généralement, se classent très bien dans l'obtention de cette bourse-là. Dans le cadre de ma cohorte, en fait, tous les étudiants qui étaient éligibles l'ont obtenue, et même dans les cohortes précédentes, c'est généralement la même chose. Donc, c'est une bourse que je ne peux pas vous garantir que vous allez obtenir à 100 %, mais le taux d'obtention à l'Université de Montréal est très élevé. Donc, ça vaut la peine d'appliquer, de mettre les efforts pour l'obtenir. Et ça, cette bourse-là, en fait, vous devez soumettre les documents avant juin. Donc, ça vaut la peine, comme Mme Bourbonnais le disait, justement, de préparer votre demande avant. Par la suite, il va y avoir aussi vos directeurs et directrices qui peuvent, comme la professeure Bourbonnais, être titulaires d'une chaire de recherche. Donc, dans les chaires de recherche,
c'est des infrastructures qui possèdent quand même beaucoup d'argent, parfois, des fois un peu moins d'argent dépendamment des champs de recherche, mais vos directeurs et directrices peuvent vous soutenir des fois avec un soutien financier, que ce soit pour des aides à la publication ou tout simplement pour vos besoins de base, si on peut dire, donc loyer, alimentation, etc. Donc, il y a des choses à discuter avec vos directeurs et directrices et ça doit faire partie de vos réflexions lorsque vous choisissez un directeur et directrice. Quelles sont les ressources et infrastructures que a accès votre directeur ou directrice? Des fois, les centres de recherche aussi auxquels sont associés vos directeurs et directrices possèdent des bourses, possèdent des soutiens financiers, possèdent accès à des experts. On parle de statisticiens, entre autres, des logiciels. Donc, informez-vous auprès de vos directeurs et directrices pour voir qu'est-ce qui est disponible. Et les bourses facultaires aussi, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça vaut la peine d'appliquer. Et je pense que ce qu'il faut retenir au doctorat, c'est qu'il n'y a pas de petites bourses. Une bourse de 500 $, une bourse de 100 $, une bourse de 39 000 $. C'est sûr qu'on veut tous la 39 000 $, mais il faut appliquer sur des bourses pour avoir un dossier qui est compétitif, parce que la façon que ça fonctionne quand on évalue des dossiers, c'est que si on a déjà des bourses, bien, ça donne des points. Donc, ça va nous donner une facilité d'obtenir des bourses subséquentes, mais entre-temps, il faut quand même avoir des bourses. Donc, l'association étudiante aussi offre des bourses. Ça vaut la peine de toujours essayer d'appliquer sur ces bourses-là, même si c'est un peu de travail, même si on n'a pas tout le temps, les efforts, ultimement, ça va valoir la peine. Je peux peut-être ajouter que je suis d'accord avec tout ce que dit Billy, puis explorer, parce que vos directeurs, des fois, même dans certaines demandes de subventions qu'on fait pour des projets, on doit inclure dans ces demandes-là aussi des budgets pour des bourses. Fait que même des professeurs qui n'ont pas de chaire, des choses comme ça, ont peut-être des projets de recherche sur lesquels ils peuvent vous intégrer. Donc, ça, c'est une autre façon. Puis, c'est pas toujours visible, ça. Fait que si vous ne parlez pas avec votre directeur, vous ne le saurez pas. Il faut retenir aussi qu'en général, au doctorat, Mélina l'avait dit, c'est un programme à temps plein, fait qu'on s'attend à ce que vous ne travaillez pas plus que 15 heures par semaine sur autre chose que votre doctorat. Puis c'est connu que les étudiants qui travaillent plus que 15 heures, en général, ne finissent jamais. Fait que ça, ce n'est pas une bonne chose, puisqu'on dit tout le temps, un doctorat réussi, c'est celui qui est fini. Donc, les bourses sont super importantes parce que si vous travaillez trop, vous ne serez pas capable d'avoir de bourse, puis ça devient un cercle vicieux. Fait que dès le départ, c'est important. Et c'est possible de combler aussi des modes de financement en faisant un auxiliaire de recherche ou auxiliaire d'enseignement pour avoir un financement qui est plus assuré. Donc, mais c'est des choses que vous devez discuter très, très tôt avec votre directeur pour s'assurer que vous n'allez pas être correct un an, puis après ça, à être coincé pour les 3 autres prochaines années. Donc, vraiment à discuter et à tenir compte de vous ne devez pas travailler plus que 15 heures par semaine si vous voulez réussir. D'ailleurs, la plupart des bourses ne sont pas autorisées si vous travaillez plus que 15 heures. C'est comme un cercle vicieux auquel il faut penser très, très tôt pour planifier le financement de nos études dans sa durée. Est-ce que je pourrais ajouter que le soutien aux étudiants, ça veut aussi dire le soutien plus social ou psychosocial dans tout cheminement de longue haleine. Il y a toujours des hauts et des bas. Fait que c'est bon de savoir qu'on a des gens comme moi, les responsables de gestion des études, pour vous accueillir, vous entendre puis vous référer vers les bonnes personnes aux besoins, que ce soit pour du soutien académique ou psychosocial, médical, peu importe, je suis là. Et il y a aussi des programmes de pères aidants, les sentinelles qui existent à l'université qui sont là aussi pour vous écouter. Des fois, on a juste besoin de parler. Donc, par exemple, le programme du Patium, c'est des étudiants qui écoutent des étudiants. Donc, c'est juste peut-être la bonne personne à qui se confier, se défouler. C'est une autre forme de soutien. Merci beaucoup à chacun de vous pour ceci. Je vais passer à la prochaine question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un accès accéléré au doctorat et quels sont les critères pour y accéder? Je peux peut-être commencer avec les critères pour y accéder. Donc, le passage accéléré, ça veut dire que quelqu'un qui a complété sa première année de maîtrise, tous ses cours, tous ses séminaires, qui au plus tard, le 31 août, là, avant de commencer l'année doctorale, a déposé son protocole de recherche, a fait son entrevue comme les autres, OK, pourrait être admissible. Ça prend évidemment des notes excellentes. Ça prend des lettres de recommandation. Donc, tout ce qu'on demande aux autres étudiants, on le demande à nos étudiants du passage accéléré. C'est souvent quelque chose qui est discuté avec sa directrice avant de s'embarquer là-dedans, parce que ça veut dire qu'on travaille fort sur un protocole à déposer, une esquisse de projet, je devrais dire, à déposer pour la demande d'admission à temps pour
la rentrée à l'automne. Donc, voilà, c'est l'excellence du dossier, puis la recommandation du directeur souvent là, qui va faire la différence, mais il faut aussi avoir en tête qu'il faut avoir fini sa première année. Un passage direct, c'est différent. On n'en voit pas ça souvent. C'est quelqu'un qui passerait du bac directement au doctorat. Quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de maîtrise. Donc là, on demande un dossier excellent et tous les mêmes critères vont s'appliquer, là, les critères de sélection. Ensuite, là, excellence du dossier, lettre de recommandation, soutien d'un directeur de recherche, esquisse de projet, la même chose. Comme c'est très, très exceptionnel, je vous invite à me contacter si vous pensez là, que c'est quelque chose qui vous intéresse. Il faut être super motivé, puis il faut que quelqu'un nous soutienne là-dedans. Il y a des bourses qui viennent avec ces passages accélérés ou directs là. Ça peut être intéressant aussi. Ce pas des grosses bourses de 39 000, Billy, comme ça, mais quand même, ça fait du bien pour commencer. Parmi les avantages et les inconvénients, je ne sais pas si Anne... Oui, je pourrais peut-être, si tu veux que je continue, je ne peux pas dire que des passages directs, j'en ai vu. Je peux imaginer quelqu'un qui aurait une maîtrise dans un autre domaine, qui fait un bac en sciences infirmières, donc il y aura déjà une base scientifique, qui serait peut-être un profil de ce type d'étudiant. Les passages accélérés, ça, on en a vu, puis les étudiants réussissent. Je dirais que les avantages, c'est que tu sautes une année, fait que ça va une année plus vite. Je pense que des fois, il y a des projets de maîtrise qui sont d'une grande ampleur, qui sont trop gros pour la maîtrise, puis des étudiants qui sont très bons, puis qui n'ont pas le goût de faire un petit bout, puis après ça, de recommencer, peut-être que là, c'est une bonne idée de faire un passage accéléré pour faire vraiment le projet, pour vraiment répondre à un besoin de développer des connaissances sur ce sujet-là, plutôt qu'en faire une partielle qui est moins intéressante. Donc, je dirais que ça, c'est un des avantages aussi. Puis on en a des fois des étudiants hyper motivés qui ont un super gros projet, puis à la maîtrise, on fait « Oh boy, ça ne rentre pas en 2 ans, ça ». Donc, ça, c'est peut-être le gros avantage. C'est ceux qui ont vraiment des projets ambitieux puis qui ont le goût de faire de la recherche. Je dirais que c'est l'avantage du passage accéléré. C'est clairement une reconnaissance du potentiel et de l'excellence parce que c'est juste les meilleurs étudiants. Des étudiants, des fois, qui ont le goût de relever des défis, ça, c'est l'autre avantage. C'est sûr que c'est relever un défi. C'est sûr que c'est stimulant. La maîtrise, c'est stimulant intellectuellement, mais le doctorat, c'est stimulant sur un autre niveau. Fait que moi, je dirais que c'est les avantages que j'ai réfléchis. Les inconvénients, c'est sûr que pour ces étudiants-là, ils sautent comme une marche un peu. Fait que déjà, quand on passe de la maîtrise au doctorat, il y a une certaine marche, comme quand on passe du primaire au secondaire, il y a une marche. Fait que c'est sûr que si tu sautes une année, la marche est peut-être plus stressante un peu. Puis il y a des apprentissages, des fois, qui n'ont pas tout à fait fait, ils n'ont pas déposé un mémoire complet, donc ils n'ont pas fait tout le processus de recherche. Fait que ça peut être un peu plus stressant. Ceux qui l'ont fait, des fois, ils commencent, ils ont un CV un petit peu moins garni, donc plus difficile d'aller chercher des bourses parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de publier ou ils n'ont pas de résultats. Mais ce que j'ai vu de nos étudiants qui avaient fait des passages accélérés, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, c'est pas mal comblé cette affaire-là. Puis on en a qui ont gradué dernièrement, puis je vais te dire, leur CV, ça ne paraît pas du tout qu'ils ont fait un passage accéléré, puis ils ont eu les plus grosses bourses qu'on peut avoir. Donc, je pense que c'est pas, ça peut être un inconvénient initial, mais qui généralement se pallie assez rapidement. Des fois, ils ont été un peu moins exposés à la recherche, mais encore là, s'ils sont super curieux et qu'ils travaillent étroitement avec leur directeur, ça se compense. Fait que je dirais que c'est vraiment une question de motivation, d'intérêt, puis d'avoir eu des très bonnes notes qui démontrent qu'on est capable, qui est peut-être le facteur. Il y en a des fois qui vont dire, pour 1 an, je vais finir ma maîtrise comme il faut, puis je vais continuer. Puis il y en a d'autres qui vont le passer. Donc, moi, j'ai vu les deux, puis les deux marchent si on est bien motivé, puis qu'on suit les conseils de Billy, puis ce qu'on attend au doctorat. Excellent, merci beaucoup. Je vais passer à mes 2 prochaines questions, mais en fait, elles s'adressent plutôt à Billy. Donc, comment est-ce qu'on peut bien se préparer à son entrée au doctorat? Et aussi, que penses-tu de ta formation à l'Université de Montréal? Mais pour bien se préparer, déjà, si on est en train de réaliser un mémoire, donc il faut le déposer à temps. Plus tôt vous le déposez, plus vite vous pouvez vous préparer pour le doctorat. Donc ça à prendre en considération. Pour la préparation, il n'y a pas vraiment de préparation comme telle en termes de lecture. Ça ne vaut pas la peine de se dire « Ah, je vais me lancer dans les lectures avant le doctorat ». Une chose à la fois, les professeurs sont là pour vous accompagner. Ils connaissent très bien leur travail. Ils sont très à l'aise pour le faire. Donc, laissez-leur faire leur travail et faites juste de vous occuper
d'être prêt, d'avoir fini la maîtrise, de réduire vos activités parascolaires. Donc, si vous êtes impliqué dans plein de comités, essayez de restreindre ça pour vraiment être disponible à l'automne. Donc, ça, c'est pour la préparation. C'est ce que je vous dirais en plus de tous les logiciels et de prendre les conseils que Mme Bourbonnais disait, entre autres, de bien discuter et un peu collaborer avec vos directeurs avant. Par rapport à ma formation, qu'est-ce que je pense? Bien, je suis très heureux. Mme Bourbonnais, d'ailleurs, m'a enseigné. Et dans le cadre de son cours, on réalisait une revue des écrits avec une synthèse des connaissances, avec différents types de synthèse des connaissances qui ont été abordés. Et ça me sert encore présentement, et ça va me servir probablement toute ma carrière. Donc, tous les cours sont réfléchis pour être utiles pour la thèse et pour une carrière de professeur-chercheur. Donc, c'est vraiment très intéressant que l'UDM a vu ça dans une conception programme plutôt qu'un cours qui répond à un besoin ponctuel. Donc, c'est très intéressant. Et pour ma part, je suis très satisfait. On a un soutien de nos directeurs et directrices qui sont disponibles en tout temps. Des fois, c'est sûr qu'il y a des délais. On a des pères aidants qui sont là pour nous aider. On a accès à des bourses. L'Université de Montréal, c'est une faculté, excusez-moi, la faculté des sciences infirmières, c'est la faculté qui donne beaucoup, 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 beaucoup de bourses. Donc, si on se compare aux autres universités, on est très chanceux par rapport à ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir avec nous et de soutenir après ça notre réussite. C'est beaucoup plus facile de réussir et de ne pas quitter le doctorat. J'ai aussi d'autres petites questions pour toi. Comment est la charge de travail et aussi, est-ce que tu juges que c'est possible ou facile de concilier travail et études? Bien, je vais commencer par concilier travail et études. Bien, c'est sûr que ça dépend de qu'est-ce qu'on fait comme travail et comme études. Si on veut étudier à temps plein et qu'on veut travailler dans les milieux cliniques, bien, c'est un petit peu plus difficile à cause des TSO. On ne se le cachera pas non plus que des fois, il y a des gens qui peuvent nous demander de rester après notre quart de travail ou on peut aussi avoir des expériences qui sont assez difficiles, surtout ces temps-ci avec la COVID. Donc, ça peut être drainant émotivement et intellectuellement. Puis après ça, pour réussir ces cours, après, ça peut être difficile. C'est sûr que si vous travaillez comme auxiliaire de recherche ou d'enseignement, à mon sens, c'est peut-être plus intéressant parce que vous pouvez le faire de la maison, ça vous évite des déplacements, c'est peut-être plus facile, ça vous garde dans le milieu de la recherche. Donc, ça peut être facile. Je vous dirais, aux premières sessions, de peut-être pas prendre trop d'heures de travail, essayez de vous concentrer sur la réussite du doctorat. Et après ça, quand vous allez être un petit peu plus à l'aise, prenez d'autres choses. Donc, c'est correct de dire non au début. Après ça, ce sera autre chose. Et pour un petit peu plus tard dans votre parcours, bien, vous allez vous préparer pour l'examen général de synthèse. Donc, la charge de travail par rapport à ça, bien, c'est assez variable. Mais je vous dirais que globalement, c'est entre 40 et 60 heures par semaine pour réussir vos choses, avancer votre sujet, avancer des articles, des présentations. Mais c'est sûr que c'est très variable dépendamment des semaines. Ce n'est pas tout le monde qui avance au même rythme et c'est correct aussi. Il y a des gens qui finissent en 4 ans un doctorat, et dans 4 ans et demi, dans 5 ans, en 5 ans et demi. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de vous. Mais par contre, il faut juste s'assurer de mettre les efforts de manière plus ou moins constante pour s'assurer de bien réussir. Alors, je vais vous poser deux dernières petites questions. Quelles sont les opportunités d'emploi suite à un doctorat en sciences infirmières et est-ce qu'il y a des opportunités aussi à l'étranger avec le programme de doctorat? C'est sûr que le portrait évident, c'est d'être professeur, chercheur à l'université, mais même dans ce profil-là, il y a différents profils. Il y a des fois des chercheurs qui vont vouloir devenir professeurs avec un volet plus enseignement, où on fait toujours un peu de recherche, puis il y en a d'autres qui vont vouloir être vraiment des chercheurs qui enseignent un peu. Donc, il y a différents profils, puis différents profils d'université aussi. Donc, ça, c'est peut-être le chemin traditionnel. Il y a certains diplômés de notre faculté qui vont aller travailler dans le réseau de la santé. Je pense à une de nos professeurs associés qui est conseillère cadre senior au CHUM, mais qui est aussi chercheur au Centre de recherche du CHUM et chercheur boursière du Fonds de recherche en santé du Québec. Donc, il y en a qui sont dans le réseau puis qui vont faire une carrière comme ça. Il y en a des fois qui vont travailler dans les CIS comme des chercheurs d'établissement. On le voit moins en sciences infirmières, mais ça existe. Donc, ils sont payés par l'établissement pour faire, ou on leur donne de faire des projets. On voit qu'il y en a qui commencent à travailler en santé publique. Il y en aurait peut-être qui pourraient travailler à l'INES, qui est comme un centre d'évaluation des données scientifiques ou des connaissances scientifiques qui fait des recommandations au gouvernement. Donc, on a une de nos étudiantes qui est allée faire un stage là à un moment donné. Fait que c'est des gens qui cherchent des gens avec des doctorats en santé. Il y en a des fois qui vont aller plus faire de l'administration.
C'est sûr qu'à l'international, il n'y a pas tant d'infirmières qui font des doctorats dans le monde. Donc, nous, on est une des rares facultés qui a cette. C'est sûr que quelqu'un qui voudrait aller travailler dans une faculté de sciences infirmières en France ou dans la francophonie ou ailleurs dans le monde pourrait facilement, c'est un doctorat qui est clairement reconnu où nos étudiants ont une reconnaissance dans la qualité de leur formation. Il y aurait peut-être des possibilités aussi dans des organismes internationaux comme l'OMS ou des choses comme ça qui engagent aussi des chercheurs. Donc, je pense que un peu comme dans la profession infirmière où on peut aller un peu n'importe où, ben, doctorat en sciences infirmières, n'importe où il y a quelque chose qui se fait en recherche, on pourrait le faire aussi. Puis on est aussi pareil comme en milieu clinique, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries en milieu clinique, ben, il y a des pénuries aussi au niveau des infirmières qui ont des doctorats. Donc, la possibilité d'emploi est pas mal de 100 donc, c'est pas trop inquiétant. Contrairement à d'autres disciplines qui sont moins gâtées, où eux font 4 postdocs avant de trouver un poste, nous, généralement, on trouve des emplois avant d'avoir fini. Le problème, c'est de finir avant d'avoir le poste plus. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Je vois que dans la petite boîte QR, on a reçu une question d'une participante qui demande, en fait, qui nous dit dans le courriel que nous avons reçu pour s'inscrire à cette rencontre, il était question d'un doctorat en 4 ans. Quelle est la différence entre le parcours en 4 ans et le parcours en 5 ans? En fait, c'est comme un peu l'expliquait Billy, ça dépend de chacun. Le cheminement a été prévu pour que le doctorat soit fait en 4 ans, mais on sait que des fois, il y a des délais pour différentes raisons. Au moment du comité d'éthique, au moment de la collecte de données, il peut y avoir des petits délais, puis ça étire un petit peu le parcours. Mais on peut le faire en 4 ans si tout roule sur des roulettes. Merci beaucoup. On a aussi une autre question qui nous vient d'une participante. Sommes-nous tout de même recevables à la bourse de l'OIIQ, dont Billy Vinette mentionnait, si nous faisons le passage accéléré? Tout à fait. J'ai même une collègue de ma cohorte qui fait un passage accéléré et elle a eu, parce que la bourse, en fait, c'est pas juste une année, la bourse de passage accéléré, c'est 2 ans. Donc, ma collègue, elle a eu les 2 années sans problème et elle avait l'OIQ les 2 années. Donc, elles sont cumulables, ça, il n'y a absolument aucun doute. Puis enfin, je vous poserai une dernière question. Pouvez-vous élaborer sur les différentes spécialités? Les spécialités, en fait, on a 3 options. On a une option qu'on appelle soins et santé, une option administration, une option formation. Donc, les cours sont semblables. En fait, je pense que c'est le même parcours, c'est les cours à option qui changent. Puis, c'est sûr que le travail de recherche qui est déterminé avec le professeur va être plus dans une option ou une autre. Je pense que l'option administration, c'est assez clair. C'est des choses qui touchent l'administration en soins infirmiers ou en sciences infirmières. La formation, c'est la formation des infirmières. Soins et santé, c'est peut-être moins comme le reste. C'est tout ce qui touche les aspects cliniques, mais ça pourrait aussi toucher la santé publique, par exemple, ou la santé publique, c'est à la mode en ce moment pour une raison que j'ignore. Donc, c'est sûr que la santé publique, c'est aussi quelque chose qui peut être de domaine. Donc, tout ce qui touche la santé publique, les soins aux patients, aux familles. Donc, il y a vraiment ces 3 domaines-là. Puis, ben, c'est sûr que quand on finit un doctorat, on est comme spécialisé dans un domaine pointu, qui est généralement le sujet sur lequel on s'est intéressé. Donc, si je prends par exemple mon cas, ben, je suis spécialisée sur les soins aux personnes âgées. Donc, même parce que j'ai fait mon projet de doctorat sur ça, puis que c'était la voie que j'avais choisie. Billy, lui, peut peut-être dire dans quel domaine il expertise. Donc, on choisit un peu notre domaine d'expertise par le professeur avec qui on va travailler, puis le projet. Puis, on s'inscrit dans des grandes orientations, si on est plus formation, administration ou tout ce qui touche les soins et la santé en général. Pour ma part, moi, c'est plus formation pour former les infirmières sur le cannabis. Mais ce que vous devez retenir aussi, c'est que vous pouvez changer aussi d'option au courant de votre programme et ça ne va pas déterminer après votre carrière complètement. Donc, si vous décidez d'aller dans l'option formation, bien, vous pouvez quand même faire des choses reliées à l'administration et l'expertise clinique après quand vous allez être professeur-chercheur. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est tout simplement pour guider votre parcours doctoral. Au contraire serait vrai, quelqu'un qui ferait une option administration pourrait enseigner éventuellement. Donc, comme le disait Billy, c'est une orientation, c'est pour développer une certaine expertise, mais après ça, on reste polyvalent, on peut œuvrer dans les différents champs de domaines de travail. Et merci beaucoup. Voilà ce qui conclut déjà la séance. Donc, je vous remercie encore une fois, là, chacun d'entre vous, du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça fait un réel plaisir de vous parler.
Pour en savoir plus sur les dates limites et les conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'UDM. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et même téléphone du lundi au vendredi. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Donc, tous les liens pertinents se trouvent dans le clavardage. Et enfin, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Le handle, c'est U Montréal Futur Étudiant. Donc, merci à tous d'avoir été là et à très bientôt.